carte postale. Escales sonores auvergnates. Multicolore Radio. Ici, au cœur de l'Auvergne, à quelques pas du centre d'Arlan, il existe un jardin pas comme les autres. Un jardin dessiné à la manière d'un planisphère, où les plantes du monde entier poussent à portée de main. Bienvenue au Jardin pour la Terre. Créé il y a plus de 20 ans, ce lieu unique mêle science, poésie, pédagogie, contemplation. Il nous parle de diversité, d'écologie, de beauté, mais aussi d'urgence. À l'heure où la planète vacille, il nous rappelle que la Terre est un jardin que l'on partage tous. Dans cet épisode, nous allons vous emmener à la rencontre de Catherine Mialet, directrice de ce jardin extraordinaire, situé aux portes du parc naturel régional du Livradois-Forez. Installez-vous, ouvrez vos oreilles, le voyage commence. Alors Catherine, on parle un peu genèse, histoire du jardin. Est-ce que tu peux nous raconter la naissance du Jardin pour la Terre ? Alors c'est une histoire qui commence à dater un petit peu, puisque l'origine du jardin date de 1993. C'est Laurence Medioni, qui était une architecte paysagiste parisienne, qui a eu cette idée lors des Journées pour la Terre qui avaient lieu en 1993 à la Villette à Paris, avec l'idée que chacun des participants devait déposer un projet en faveur de la Terre. Donc Laurence a déposé cette idée d'un planisphère végétal qui représenterait le monde. Après ça, elle a cherché un lieu d'accueil à ce projet et elle a transmis cette idée de projet à tous les parcs naturels régionaux, dont celui du Livradois-Forez dont nous faisons partie. Et à cette époque, le maire d'Arlan était agent de développement au parc. Il a saisi cette idée et a décidé de se porter candidat pour accueillir le jardin à Arlan. Il faut se dire que Arlan venait de sortir d'une grosse difficulté économique avec 2 grosses usines principales qui avaient dû fermer leurs portes. Et le maire avait travaillé activement à la renaissance d'Arlan, d'une part en développant la partie économique par les usines relais, sur le haut d'Arlan, et sur le bas d'Arlan, il avait décidé de développer l'économie par le tourisme. D'où la naissance du village pour la terre, de la piscine, l'aménagement du plan d'eau, etc. Et il cherchait une sorte de fer de lance de ce développement économique par le tourisme. Et cette idée de jardin lui a complètement parlé parce qu'on avait sur Arlan un gros passé de jardin avec à l'entrée d'Arlan, quand on arrive sur la gauche, les jardins clos, et sur la hauteur, sur l'éperon rocheux, des jardins en terrasse. Donc ce n'était pas complètement illogique. Il a déposé la candidature d'Arlan, qui a été retenue, parmi d'autres candidatures, parce qu'on bénéficiait d'une part de cet éperon rocheux de 25 mètres de haut qui permet de voir le jardin avec ce dénivelé, et aussi il avait, lui, libéré toute la surface pour accueillir une activité économique. Quelles étaient les premières réactions, enfin est-ce qu'il y a eu des premières réactions, des premiers soutiens ? Alors, on a eu un soutien très important, celui de l'association Coup de main, puisque finalement le jardin a été réalisé à 3 mains, j'ai envie de dire, le maire d'Arlan et la commune d'Arlan qui a financé, Laurence Medioni qui a amené le projet, et l'association Coup de main qui nous a permis,
en nous mettant à disposition des agents, enfin des salariés, en contrat d'insertion, qui nous a permis de le réaliser. Parce que le travail était titanesque, on n'aurait pas pu le faire sans. On a eu aussi des soutiens financiers. C'est un aménagement qui, à la base, a été très peu coûteux pour la commune, puisqu'on a eu des financements de l'Europe, de la région, du département, du parc également d'ailleurs. Donc c'est un investissement qui a été financé à 80%. Là où peut-être il y a eu une mauvaise interprétation, c'est par rapport à la population. Je pense que le jardin, à l'origine, a été assez mal vendu aux Arlencois, assez mal perçu par les Arlencois, et le mode de fonctionnement de l'époque faisait en sorte qu'il n'était pas, même s'il était ouvert bien sûr à tout le monde, qu'il ne s'adressait pas vraiment aux Arlencois, puisqu'on était vraiment on était sur un parc à visiter avec des animations, avec des personnages déguisés, mais c'était quand même quelque chose qui se tournait beaucoup sur le tourisme. Et les grandes étapes de la création, alors, raconte-nous. Alors, 93, donc, l'idée. Ouais. En 95, le début de l'aménagement et des travaux. 96, on croit ouvrir, et puis une très mauvaise surprise nous attend. La terre ayant été retournée, il y a eu une levée de chardons, partout, une invasion de chardons. Ça arrive, hein, ça quand la terre dort, et puis que, voilà. Donc finalement, l'ouverture a été en 97, et on a fonctionné avec la méthode de 97 juste en 2017 environ. Et en 2017, on s'est totalement remis en question, parce qu'on était sur un site qui fonctionnait 3 mois par an, tourné à 80% sur la population touristique, et qui avait un coût de fonctionnement très important par rapport au retour que ça pouvait amener sur la commune. Donc là, on s'est remis en question, et on s'est dit, il faut qu'on trouve comment faire pour que ce jardin puisse servir aussi aux Arlencois. D'où une grosse étape qui a commencé à naître, oui, en 2017, où on a réfléchi sur 3 grands axes. Donc on garde le parc, bien évidemment, avec les dessins des continents, avec les plantes sur leur continent d'origine. Ça, c'est l'ADN, on peut pas le changer. Et on rajoute à cet axe un volet environnement, un volet d'éducation à l'environnement, et un 3e volet qui est, comment l'appeler, le jardin, lieu de vie, lieu d'échange, lieu pour les Arlencois. Les trois parties sont relativement bien répartis et sont sur du 33% de l'activité. Réparties les plantes sur le site, Catherine? Alors, sur le jardin, 6,5 hectares de jardin, les pelouses qui représentent les mers et les océans, les parties plantées qui ont la forme des continents. Et c'est sur ces continents qu'on va répartir la végétation et les plantes. La contrainte, c'est que ces plantes doivent être originaires du continent. Alors, j'insiste bien sur ce petit détail, on ne fait pas la photographie végétale du continent actuel. Ça serait absolument impossible d'avoir une forêt équatoriale et le désert du Sahara à 3 mètres. Hein, ça serait très compliqué. Donc on est bien sur de la végétation européenne, donc ramenée par les explorateurs au fil des siècles en Europe, qu'on resitue sur le continent d'origine. D'ailleurs, on a l'habitude, dans la visite, quand on arrive en Amérique du Sud, de dire aux gens, ben voilà, regardez, faites le tour, vous allez voir toutes les plantes. En fait, vous pensiez qu'elles étaient originaires de chez nous, mais non, le bégonia, le pétunia, tout ça, c'est pas de chez nous. C'est quelque chose qui a été ramené au fil des siècles.
Est-ce qu'il y a des espèces rares ou symboliques pour toi? Alors, rares au niveau strictement botanique, non, puisqu'on est bien, encore une fois, sur cette obligation de végétation acclimatée. Parce qu'on n'a pas de serre, on n'a pas de choses comme ça. Donc, rares, non. On en a certaines qu'on préfère plus que d'autres, soit parce qu'elles sont un petit peu moins courantes dans les jardins, comme la cacahuète, comme la braie de mafane, comme la stevia, comme le cyprès chauve, comme l'arquebuse. Et puis d'autres qui sont peut-être plus intéressantes symboliquement, puisqu'on a des séquoias géants. Donc il y a quand même, qui pour l'instant ne sont pas trop géants encore, parce que 30 ans dans la vie d'un séquoia, c'est un bébé séquoia. Mais voilà, je dirais que c'est plus la façon de voir le jardin, c'est pas encore une fois un jardin botanique, un jardin de classification d'espèces. On est vraiment plus sur un jardin qui raconte une histoire, c'est ce voyage de la plante. Est-ce que toi tu ressens des émotions particulières quand tu te promènes dans le jardin? Alors c'est drôle que tu me demandes ça, parce que hier avec notre animatrice, on en parlait justement, on revenait d'animation, et on avait encore en tête la voix des gens qui nous disaient « Waouh, mais c'est incroyable ce que vous faites, c'est tellement beau !» Et c'est vrai que nous, on s'est dit qu'à force de le parcourir, ça fait 25 ans qu'on le parcourt quand même, on oublie quelquefois ce côté un petit peu extraordinaire du lieu, et ça nous arrive quand même quelquefois, quand la journée est un peu finie, quand on prend un peu de temps pour soi, d'aller dans nos petits endroits favoris. Alors, quels sont-ils? Alors, on n'a pas les mêmes, Stéphanie et moi. Alors, Stéphanie, elle adore la mer Caspienne, parce qu'en fait, c'est une mer où, d'un premier regard, on a l'impression qu'on ne peut pas aller. Donc, elle est un petit peu fermée. Et Stéphanie, elle aime bien les endroits qui ne sont pas forcément accessibles. Donc, voilà. Et moi, c'est la mer Noire, parce que c'est un endroit qui est toujours frais. Et ça, c'est important sur le jardin. On a une partie qui est assez chaude sur la partie sud, mais la partie nord est très ombragée. Et la mer Noire, c'est vraiment un endroit très, très frais, mais qui a toutes les plantes en floraison, tout autour, qui est à la fois tendre, frais, silencieux, vivant. Voilà, ça serait mon endroit préféré. Alors Catherine, ce jardin, il a un rôle pédagogique. Oui, d'autant plus depuis 2017 où on s'est vraiment donné comme objectif d'avoir une action sur l'environnement, enfin sur l'apprentissage de l'environnement. Alors, nous, notre rôle pédagogique, il est principalement auprès d'une part des scolaires et d'autre part des enfants qui viennent en visite sur le jardin. Donc auprès des scolaires, on a tout un catalogue d'animation, de médiation, qui vont des insectes pollinisateurs aux habitants de la mare, en passant à comment réaliser un gîte à insectes. Enfin, c'est très varié, qui va nous permettre donc d'appréhender l'écologie et la faire comprendre dès le plus jeune âge. Et pour les enfants qui viennent nous visiter durant l'été, on a 80 médiations tournées autour de l'apprentissage de l'environnement sur l'été. Donc là aussi, on va retrouver les nichoirs à insectes, les abris pour les oiseaux. On va apprendre à faire des attrape-rêves avec des plantes. On va apprendre à faire du semis. On va apprendre à reconnaître les oiseaux des jardins. Enfin, on a tout un panel d'animations que Stéphanie prend en charge et qui va nous permettre d'être vraiment un vrai acteur de l'apprentissage de l'environnement.
Alors, est-ce que le changement climatique a un impact qui est visible au Jardin pour la Terre ? Alors, on essaye de faire en sorte qu'il soit le moins visible possible, mais en coulisses, il y a eu bien évidemment des bouleversements énormes. Je suis ici depuis 25 ans, donc j'ai un certain recul quand même. En 2020, c'est la première fois qu'on n'a pas eu assez d'eau pour arroser le jardin. Il faut savoir que nous, on ne tire pas l'eau sur le réseau arloncois. Ça serait vraiment une grosse perte en eau pour nos châteaux d'eau. On a notre propre réserve d'eau qui est issue de la Dolore, d'un bief qui nous amène l'eau de la Dolore. Mais quand la Dolore baisse, le bief baisse et n'alimente plus notre grand bassin dans lequel il y a une pompe qui va distribuer l'eau sur le jardin. Et en 2020, c'est la première fois qu'on n'en a pas eu. Pourtant, depuis très longtemps, nous, on applique des systèmes très écologiques de gestion de l'espace, notamment au niveau de l'arrosage, puisque ça fait très très longtemps qu'on a oublié les asperseurs, enfin les disperseurs d'eau. Ça n'existe plus chez nous. C'est uniquement de l'arrosage au goutte à goutte enterré. Donc, on est les moins gourmands en eau possible. Goutte à goutte enterré, et en plus on travaille énormément tous les paillages. On va mettre les produits de la tonte en paillage, quand on fait des tailles, les tailles de février sur nos arbres sont broyées et transformées en paillage. On travaille vraiment le plus possible pour qu'il y ait moins d'évaporation d'eau. Et malgré tout, en 2020, on n'a plus eu d'eau. Ça veut dire que pendant 3 semaines, on n'a pas pu arroser avec les dégâts qui peuvent s'imaginer aisément. Donc le changement climatique, oui, voilà, on le voit tout de suite. On le voit aussi parce que on a beaucoup plus d'orages, donc encore plus de difficultés, parce qu'il faut savoir que le dernier orage qu'on a eu, c'est 2 jours de travail de toute l'équipe technique pour réparer le jardin. On travaille aussi beaucoup sur tout le tri des déchets. Ça, c'est assez nouveau en effet aussi, pour que les enfants qui viennent ici, les familles, aient de quoi très facilement trier leurs déchets et mettre au compost éventuellement, s'il y a à mettre au compost. Et nous, ce compost, on le ramasse régulièrement, on va le stocker au fond du jardin et on s'en sert de terre, de terreau pour planter. Je me suis peut-être un peu éloignée de ta question de départ qui était le réchauffement climatique. Là, je me suis laissée entraîner sur tout ce qu'on fait au niveau de l'environnement. Donc, je me recentre sur le réchauffement climatique. En effet, je t'ai parlé des problèmes d'eau. On a des problèmes de sécheresse aussi, parce qu'il y a des végétaux que l'on mettait avant facilement et que maintenant, pour pouvoir garder, il faudrait vraiment travailler, j'ai envie de dire, un peu contre la nature. Enfin, il faudrait vraiment beaucoup d'énergie. Et on arriverait sur le contraire de ce qu'est le jardin. Le jardin, c'est dire on vit en osmose avec la nature, on ne va pas se battre pour garder absolument une plante. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il y a des projets en cours. Comment tu vois l'avenir, toi, de tout ça ? Alors, on a plusieurs versions, si on est tout à fait réaliste, il faut se dire aussi que pour nous, qui sommes un jardin communal, pour l'instant, sur 2026, l'avenir va dépendre aussi des choix de nos futurs élus. Je pense que toutes les structures collectives sont dans la même expectative. Pour l'instant, nous, on ne peut pas avoir de projet tant qu'on n'a pas la validation de nos élus. Sinon, admettons donc que le jardin continue sur son chemin. Nous, on a à cœur de garder le même système de gestion agricole, donc un système de gestion respectueux,
Et je voudrais vraiment, moi, développer toute la partie qui concerne les Arloncois. Parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai travaillé ici, des Arloncois, il n'y en avait pas qui venaient au jardin, et maintenant on en a beaucoup. On en a beaucoup qui viennent, qui sont contents de venir, qui viennent aux apéros-concerts, qui viennent aux spectacles, qui viennent aux manifestations. Et ça, c'est quelque chose, je pense, c'est un rôle qui devrait prendre de l'ampleur de plus en plus, parce que c'est le rôle aussi d'une commune, plus généralement, de proposer à ses habitants des activités de loisirs. C'est bien, c'est un lieu qui fédère, en tout cas. Ça représente quoi, le jardin, pour toi, personnellement? 25 ans de ma vie, ouais. Et c'est énorme, 25 ans d'une vie. Ça représente aussi de très belles rencontres. Ouais. Beaucoup de difficultés quand même, beaucoup de difficultés. Il faut le porter à bout de bras, c'est pas facile. Ouais. C'est même difficile, c'est de plus en plus difficile, parce qu'il y a des contingences économiques de plus en plus restrictives. Mais oui, de belles rencontres, une belle équipe. On est une chouette équipe. Vous êtes combien? Alors, nous avons 2 jardiniers à l'année qui ont un renfort de 2 saisonniers pendant la période estivale, enfin de mars à octobre. Et puis, sur le jardin même, en accueil, il y a ma collègue Marie-Christine qui vient m'aider, donc, et Stéphanie, notre animatrice. Donc, on va dire qu'on est 3 d'un côté et 2 plus 2 de l'autre. Alors, tu voudrais que les visiteurs qui viennent te voir, enfin vous voir ici au jardin, ils retiennent quoi après leur visite? Eh bien, la première chose qui fait plaisir, c'est qu'ils nous disent merci. Merci pour le moment. Enfin, je sais que ça a été utilisé, cette formule. Il ne faut peut-être pas la reprendre, le merci pour le moment. Mais oui, ils nous disent merci parce qu'ils ont passé un moment où ils en ont pris plein les yeux. Et pas que, on en prend plein l'âme aussi. Le jardin, c'est vraiment un espace très particulier. Et puis après, la deuxième question, c'est mais combien vous avez de personnes qui entretiennent ce jardin? Et là, quand on leur dit le nombre, après le waouh, c'est waouh, mais comment font-ils? Et c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué. On a une équipe technique qui est formidable, vraiment formidable. Alors comment tu vois l'avenir, toi, dans 10 ans ou dans 20 ans du Jardin pour la Terre? Alors, la vision dans l'idéal, ça serait de lui donner de quoi continuer à progresser, continuer à distribuer du bonheur, distribuer de la légèreté, J'ai eu un commentaire une fois sur Instagram de la frivolité. C'était pas dit dans le bon sens ce jour-là, mais moi je trouve que c'est très important dans le monde qui nous entoure actuellement, où il y a quand même de la violence, c'est bien la frivolité, c'est important. Je suis fière de faire de la frivolité. Ça peut être aussi de se dire que le lieu n'a plus de raison d'être pour des choix politiques ou économiques. À ce moment-là, il faut se dire que ça serait quand même écologiquement, il y aurait un gros bouleversement, parce que nous, on gère les plantes endémiques qui sont sur le jardin. Souvent, il y en a qui ont tendance à prendre trop d'espace, on les enlève. Si nous, on arrête d'intervenir, la nature va reprendre ses droits, il va y avoir un développement complètement anarchique de ces espèces-là. Après, on peut se dire, ça serait intéressant aussi de regarder ce qui se passe, mais de regarder de façon scientifique ce qui se passe, voir les variétés, les espèces qui survivent et qui prennent le pas sur les autres, sans aide humaine, parce que on sait aussi qu'il va y avoir des conséquences climatiques qui vont aller de plus en plus difficiles. Ça peut être intéressant aussi de voir quelles sont les plantes qui résistent le mieux. Bon, je dis ça. Ça peut être aussi un jardin partagé auprès de tous les Arloncois. On a 6,5 hectares, si on veut, on peut faire des jardins partagés, tout le monde en profite. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait... ça serait quand même dommage, au bout de 29 ans d'existence, de se dire, on arrête tout. Après, voilà, il y a des choix, il y a des obligations. Le tout, ça serait bien qu'il reste vivant quand même un peu. Alors Catherine, oui. Si tu devais résumer ce lieu, ici à Arlon, le Jardin pour la Terre, en une seule phrase, ça serait quoi? Ah, c'est compliqué, une seule phrase. Eh bien, venez, promenez-vous et vous verrez bien. Voilà.
vous avez qu'à venir voir vous-même. C'est ça que je vous dirais. Merci Catherine. Merci beaucoup.